Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle francosphère en forme de balle rebondissante. Dans son dernier roman, Thomas Gunzig fait sauter son intrigue de la misère noire à la veuve blanche, du ratage littéraire au braquage culturel, de la débrouille à la lutte armée, d'un rapt d'enfants sans identité au secret de la célébrité. Paru au Diable Vauvert, Feel Good n'a que le défaut de son titre si peu francophone, mais on se sent si bien entre ses pages, on vibre et on s'amuse tant dans cette pléthore de rebondissements que notre invité belge est tout pardonné. Dans Le goût de l'enfance d'Anne Bonneau, nous verrons avec la réunionnaise Jocelyne que l'on peut manger des songes et qu'elle ne donne pas sa part au cochon. Enfin, le Speak French de Jean-Marie Chazot sera un pur bonheur, l'autre façon de dire feel good en français du Québec. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Thomas Gunzig. Bonjour. Un des personnages principaux de votre roman s'appelle Tom et c'est un écrivain raté qui arrondit ses fins de mois en participant à des rencontres dans des lycées où les élèves lui posent toujours les mêmes questions, notamment sur le choix de ses titres. Alors manque de chance, c'est par là que l'on va commencer. Vous ne vous êtes pas dit comment défendre le titre Feel Good dans une émission qui s'appelle Francosphère ? Ah non, je me suis pas dit ça du tout. Moi, j'arrive toujours l'âme en paix, très relax et si vous m'invitez, c'est finalement vous m'en tenez par rigueur. Tom a du mal à vivre de son écriture, alors c'est le moins que l'on puisse dire. En Belgique, qu'est-ce qui nourrit le mieux son auteur, la littérature francophone ou néerlandophone ? Ah, mais je pense que du côté néerlandophone, un petit peu comme c'est le cas d'ailleurs pour le cinéma néerlandophone ou pour le théâtre néerlandophone, il y a une vraie conscience nationale qui fait qu'on est très attaché à ces auteurs, ces cinéastes, ces écrivains ou même ces plasticiens et qui fait qu'il y a un vrai lectorat, des vrais spectateurs. Donc je pense qu'il vaut mieux être auteur flamand qu'auteur francophone belge. C'est très difficile pour un Belge de percer dans les frontières belges. Parce qu'on est plus tourné vers la France qu'on ne l'est du côté néerlandophone vers les Pays-Bas, par exemple ? Je pense, oui. C'est-à-dire que si un auteur belge veut avoir un peu de crédit auprès du lectorat belge, il doit être publié en France, il doit être chroniqué en France, il doit avoir des bons papiers dans les journaux français. Tant qu'il n'a pas fait ça, c'est qu'il n'a pas fait ses preuves. L'humour belge dont vous faites preuve dans tous vos livres et l'autodérision, est-ce qu'ils sont également partagés dans les deux langues ? J'en sais rien. Je crois en fait que oui. J'ai pas lu beaucoup d'auteurs flamands. Ceux que j'ai lus, ceux que je connais, il y a évidemment une différence culturelle très forte. Hein. On reste, ça reste un pays qui porte le même nom, mais c'est deux populations culturellement très très différentes. Donc la nature de l'esprit flamand et francophone sont très différents. Mais je pense qu'on est peut-être unis par une même conscience de sa petitesse. Et cette conscience-là, peut-être, nous entraîne obligatoirement vers une certaine forme d'humour. Si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Thomas Gunzig, le portrait de Corinne Alexia pourrait peut-être vous renseigner s'il ne s'était pas teinté à son tour de surréalisme belge. Qui ne connaît pas Thomas Gunzig ? Ah bon ? Vous ne le connaissez pas ? Vous ne connaissez pas le romancier belge de Kourou ? Vous n'avez pas vu sa pièce au titre énigmatique et avec sa queue il frappe ? Qui fait de lui un auteur de drame attrique ? Dernièrement, sa petite entreprise littéraire s'est enrichie d'un scénario de BD avec Black et Mortimer et d'un film, Le Tout Nouveau Testament, dans lequel Yolande Moreau joue la femme de Dieu et Benoît Poulvorde, Dieu en personne. Thomas Gunzig pourrait tout aussi bien faire son propre portrait coupé-décalé, lui qui fait déjà les portraits d'invités pour le compte de la RTBF et de l'émission Matin Première. En présentant chez nous une émission du même nom, Jean-Marc Thibaudier devrait se méfier, sachant que pour récupérer des droits d'auteur, le karatéka Thomas Gunzig a provoqué en combat singulier un champion de taekwondo et que c'est lui qui a gagné. Comment réagit le portraitiste radiophonique Thomas Gunzig au fait de se faire tirer le portrait ? Mais c'est extrêmement flatteur. Moi, je trouve que quand des gens travaillent autour de ma petite personne, je suis toujours très flatté et très étonné. Donc, c'est magnifique. Quand on participe à une émission de radio, ça sert aussi de se retrouver de l'autre côté du micro comme chroniqueur ? C'est extrêmement reposant. Hein. Je ne dois rien préparer, je ne dois pas m'angoisser pendant une journée ou 2 journées pour savoir ce que je vais faire pour meubler. Donc là, je n'ai qu'à me laisser aller. C'est le confort absolu. Si je comprends bien la fin du portrait de Corinne Alexia, Thomas Gunzig, contrairement à votre personnage Tom, qui vous ressemble pourtant beaucoup, quand il s'agit de défendre vos droits, vous savez vous faire respecter ?
Oh, j'en sais rien, mais dans le cas dont vous parlez, c'est-à-dire qu'à un moment, il n'y avait plus que ça comme solution possible. Mais j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un éditeur qui était d'accord, évidemment. J'ai pas agressé ce monsieur. Donc lui, il faisait du taekwondo et vous du karaté. Et Oui, oui. vous avez combattu l'un contre l'autre dans quelle discipline alors? C'est de ces 2 disciplines très proches, hein. C'est des sports de combat, pieds-poings, l'un coréen, l'autre japonais et donc c'est tout à fait compatible. Le Kourou dont il est question en début de portrait n'est pas celui de Guyane. D'ailleurs, il ne s'écrit pas pareil. Non, il s'agit d'une maladie à prions, qui vous dévore le cerveau et qui atteint généralement les populations cannibales, donc qui se nourrissent d'humains. Il est beaucoup question de rentrée littéraire dans Feel Good, occupé cette année comme toutes les autres par votre compatriote Amélie Nothomb et son Soif sur Jésus. Alors, vous aviez déjà participé, on en parle dans le portrait, au Tout Nouveau Testament. Votre roman Feel Good, c'est une nouvelle façon d'appeler au miracle de la rencontre avec le public? Pendant des années, j'ai publié des romans, assez sombre, assez ténébreux, et alors je m'étonnais que ces romans ne marchent pas mieux parce que je m'étais dit: «Enfin, ils sont quand même formidables mes romans, pourquoi est-ce qu'ils marchent pas?» et chaque fois on me disait: «Oui, mais tu comprends, il faudrait faire quelque chose, un peu plus feel good, tu vois? C'est ça qui marche, qui met les gens de bonne humeur» et on me l'a tellement répété que je me suis dit: «Bon, maintenant ce coup-ci, il va s'appeler Feel Good et on verra bien comment ça marche». Dans Feel Good, Tom et Alice se rencontrent sur fond d'enlèvement d'enfants. Lui est un écrivain sans succès, elle une chômeuse en fin de droit. L'un comme l'autre n'ont plus rien à perdre et sont prêts à tout pour s'en sortir, d'autant qu'ils sont vraiment tous les deux au fond du trou, comme on va pouvoir le constater avec ce premier extrait lu par Patrice Elédy-Cosac sur l'impossible reconversion d'Alice de vendeuse de chaussures à autre chose. Légalement, Alice avait 6 mois de préavis. Pendant ces 6 mois, elle travailla encore à la boutique où régnait une atmosphère ténébreuse de fin du monde. En même temps, elle chercha du travail. Elle allait sur les sites internet rassemblant des offres d'emploi. Senior Accountant, International Company, Store Manager, responsable projet HVAC, Process Analyst, Pricing Specialist, Business Analyst for Tax Reporting Solution. La plupart du temps, Alice ne comprenait même pas la nature de l'emploi qui était proposé. Et quand elle comprenait, elle était trop vieille, pas assez qualifiée, elle ne maîtrisait pas l'anglais, elle n'avait pas de permis poids lourd, elle n'avait d'ailleurs pas de permis tout court. Finalement, à l'issue de ces 6 mois de préavis, quand en guise d'adieu, Madame Moretti lui glissa une enveloppe contenant 500 € en noir et la prit dans ses bras, elle n'avait rien trouvé. Alors, en noir, c'est un belgicisme, hein, au passage, on dirait se faire payer au noir ici. Ah oui. Oui, oui, il y Ah, a ça a des petites échappé aux différences. correctrices. Alice et Tom sont faits pour se rencontrer. Ce sont deux laissés pour compte dans ce monde de réseaux sociaux où les choses, plus elles sonnent en anglais, moins on comprend ce qu'elles veulent dire, Thomas Kunzig. Bah, c'est-à-dire que moi, je me suis senti assez souvent dans la peau de cette Alice, c'est-à-dire que, bah, vu que je vis de mes droits d'auteur et que mes droits d'auteur sont souvent très loin d'être à la hauteur de ce que je voudrais, de ce que j'ai besoin, il m'arrive d'ouvrir les pages de demande d'emploi et de les lire en me disant: et si dans 6 mois je devais trouver du travail? Je comprends même pas la plupart du temps de quoi il s'agit et je me rends compte qu'en fait, à mon âge, avec mon expérience professionnelle, mes qualifications, je suis tout simplement foutu. Donc je n'ai pas le choix de faire autre chose que de continuer à écrire. Qui est Alice? Ah bah Alice, c'est une femme, je pense comme il y en a beaucoup, c'est-à-dire c'est une femme, de 50 ans ou presque, célibataire avec un gamin qui a un peu plus de 10 ans maintenant, qui perd son emploi et qui va, se rendre compte qu'elle aura beau rester dans les clous de la légalité, de faire tout ce qu'elle peut pour trouver, ce que nos dirigeants appellent aujourd'hui un job, eh bien ça marchera pas. Il y aura jamais assez d'argent parce que ce qu'on lui propose, c'est des choses mal payées, des mi-temps où il faut être ultra flexible. Avec un gamin, c'est pas possible. Donc malheureusement, elle va être conduite à se rendre compte que, sauf faire preuve d'imagination, à sortir des clous de la morale et de la légalité, eh bien, elle ne s'en sortira pas. Et Tom, c'est vous? Et Tom, c'est, je pense, moi, à 99%. Oui, alors il y a beaucoup de points communs avec vous, hein. Comme vous, c'est un écrivain loufoque. Comme vous, il est le fils d'un grand scientifique. Comme vous, il était inadapté à la scolarité, mais peut-être surdoué. Et puis, comme vous, peut-être, il attend toujours la reconnaissance littéraire qu'il mérite. Oui, bah, il y a tout ça, effectivement. Moi, tout petit, les psychologues m'ont diagnostiqué incapable, abruti, idiot, je ne sais pas comment on peut appeler ça. En tout cas, je me suis retrouvé dans l'enseignement spécial pendant 6 ans. Donc j'en suis sorti avec un bagage très très pauvre. Et puis c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, j'avais une espèce de conviction absurde, comme peuvent avoir des enfants, que j'étais un écrivain majeur qui allait marquer mon époque de mon empreinte indélébile. Et après 25 ans, un quart de siècle de publication, où ça marche un peu, ni bien ni mal, enfin pas formidablement, le fait que ça marche pas terrible,
pose quand même la question du talent à un moment. On se demande, est-ce que j'ai du talent? Est-ce que je fais bien? Écrivain maudit, ça n'existe plus? Alors si, c'est évidemment l'image à laquelle on peut se raccrocher pour se rassurer. On se dit, oui, Kafka, Melville, tout cela. Mais en fait, on n'en sait rien. Et que le seul indicateur de votre talent, ou en tout cas de votre condition d'existence en tant qu'auteur au présent, c'est les ventes. Et mes ventes ne sont pas terribles. Alors, il y a une parade à ça. Et puis, comme nous avons bien commencé avec le titre Feel Good et avec l'extrait que l'on vient d'entendre, on va continuer à se vautrer dans le franglais. Pour faire un best-seller, il faut du storytelling. C'est ça que se dit le personnage principal? Ben, c'est ça qui va arriver à se dire. Pour faire un best-seller, il faut soit faire du roman policier, c'est très difficile, faire un bon roman policier, soit il faut faire un roman dans l'air du temps, un roman à la mode. Aujourd'hui, on ferait un roman sur le patriarcat, des choses comme ça. Ou alors, effectivement, il faut que ça soit quelqu'un qui a une histoire personnelle qui justifie qu'on s'intéresse à son livre. Peu importe ce qui est dans le livre, mais une histoire personnelle qui justifie qu'on s'y intéresse. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie de Thomas Gunzig, l'auteur de Feel Good, une mise en abîme sur l'écriture d'un roman censé réchauffer le cœur du lecteur. Mais que de péripéties avant d'en arriver là. L'autrice Alice commence par avoir un bébé toute seule, tombée dans la misère. Quelques années après être tombée enceinte, elle enlève un autre bébé pour se refaire. Manque de chance, personne ne veut récupérer la petite kidnappée. Mais cela la met en contact avec un romancier, Tom, qui cherche précisément une histoire à raconter. Alors avant de revenir à Feel Good, nous allons faire un détour par la Réunion et le goût de l'enfance de Jocelyne. Elle a confié à Anne Bonneau qu'elle rêvait toujours de manger des songes, autrement dit des tubercules connus ailleurs sous le nom de taro. Les songes grises. Les songes grises au sucre. Alors, c'est bon? Ça, c'est trop bon, ça. Celle-là, je l'aime. Il y a les songes blanches et les songes grises. C'est elle que j'aime et je la garderai. Justement! Moi, ce que j'aimais, c'est les songes grises. Allez, allez, mon chéri, faut te lever. C'est l'heure d'y aller. C'est une racine. Ça pousse plutôt dans les hauts où la terre est fraîche, quoi. Où il y a un peu d'eau et tout ça. On avait une cour. Et on plantait dans la cour. Le gris, on le met avec du sucre. On peut le mettre aussi avec du sel si vous voulez, hein, mais on le met avec le sucre et c'est super excellent. Ah, bon là. Les songes, les patates, les gambas. On faisait cuire et puis les patates, là, si vous les envoyez dans le parc du cochon, tel quel, ils mangent aussi, hein. C'est pas la peine de le faire cuire, mais je veux dire, les songes, comme ça gratte un peu, mieux vaut faire bouillir. Commencez à mettre la table. Et ça, on le faisait tous bouillir dans une grande marmite d'eau, et des fois, on a rajouté un peu de sel dedans, et c'était pour les cochons. Bon appétit. Merci, père. Ah, les cochons, ils adoraient ça, hein. Nous, les personnes, on adorait, alors n'en parlons plus des cochons. Regarde tout le monde alors. Et nous, étant enfant, on allait tirer ça dans le bac là-bas et là, on le mangeait. Et c'était trop bon, excellent. Mais c'était, je sais pas, c'est pas comme maintenant. Il faut que ce soit bien rangé, bien lavé, etc. et compagnie. Et à la rigueur, on n'était même pas malade, quoi. Le pire. Fais voir ce que tu as dans le dos. Maintenant, on lave, on délave, on relave et on est toujours malade. Rêve de songe pour Jocelyne. Qu'est-ce qui vous revient comme goût de l'enfance, Thomas Gunzig? Ah, il y avait tellement de choses. Je pense que c'est le chocolat. Voilà, le chocolat. Le chocolat belge bien supérieur au chocolat suisse. Oh, je dirais pas ça, mais c'est vrai qu'il est très bon et qu'on a quelques excellents chocolatiers en Belgique et de plus en plus qui sortent un petit peu des axes industriels classiques et qui sont vraiment dans une réflexion, une recherche, une vraie création par rapport au chocolat. Il y a des choses merveilleuses qui se font aujourd'hui. On était à La Réunion. Est-ce que vous voyagez beaucoup sur le plan gastronomique, Thomas Gunzig? Je suis très curieux, j'adore manger. Je crois que c'est une de mes activités favorites après la lecture. J'ai aucun tabou culinaire. Je pense que je suis curieux vraiment de beaucoup de choses et j'adore quand j'arrive dans un pays que je connais pas aller dans les petits restos, les petits restaurants. Voilà, j'aime pas forcément les restos étoilés et tout ça, mais la cuisine c'est un truc que je trouve fabuleux pour découvrir les gens, les autres, les pays. Il faut tout laver, relaver et laver encore, nous disait Jocelyne. Vous êtes plutôt du genre hygiéniste au moment des repas, Thomas Gunzig, ou pas du tout? Pas assez. Mes enfants me grondent souvent. Quel aliment pourrait vous rendre malade? Malade de bonheur. Alors, rien, je pense. Rien. Oh, peut-être. S'il y a du très bon vin, j'aurais peut-être tendance à exagérer.
Jocelyne nous parle des songes et votre personnage, Tom, des 6 résolutions qu'il faut garder en mémoire, dont la dernière est ne pas oublier ses rêves. Vous vous référez également à ce mantra sur le plan personnel? Ah bah, si je m'y référais pas, je crois que j'arrêterais d'écrire tout de suite. Comme pour Tom, je crois il y a toute une partie de moi qui n'y croit plus, mais une partie de moi qui rêve encore et elle prend régulièrement le dessus, donc je continue à publier des livres. Mais alors le rêve, c'est quoi en l'occurrence? Parce que le rêve d'être publié, c'est le premier rêve. Vous y êtes arrivé depuis longtemps. Vous avez toute une bibliographie derrière vous, une œuvre abondante. Le rêve maintenant, c'est celui de la célébrité? Alors ça, c'est des choses que les écrivains vous diront jamais et ne reconnaîtront jamais, mais je pense qu'au cœur de l'ego de chaque écrivain, il y a d'énormes rêves de reconnaissance, de célébrité, de fortune et d'éternité, quoi. Et c'est clair que je pense que je fais pas exception à la règle. Bien sûr que j'aimerais les grands prix, les grandes émissions, la reconnaissance, les grosses ventes et la fortune. Donc c'est, je trouve, une motivation qui est intéressante. Il n'y a pas que les bons sentiments qui vous motivent à travailler, il y a aussi des sentiments d'envie, de jalousie, d'aigreur, d'insatisfaction, etc., qui peuvent vous pousser à écrire. Ça pose la question du pourquoi écrit-on? Vous écrivez pour être aimé, pour être admiré? C'est certainement une composante, oui, certainement aussi. J'écris maintenant parce que je suis trop vieux pour faire autre chose. J'écris parce que ça me permet d'avoir une qualité de vie. Je trouve que je suis très libre par rapport à des camarades qui sont employés avec des vrais horaires, tout ça. C'est un métier qui est confortable, qui a une belle image sociale, hein, auteur. J'écris parce que j'ai l'impression que je sais le faire, plus ou moins, et que quelquefois il m'arrive d'éprouver des choses agréables en écrivant. Et puis j'écris aussi certainement parce que j'ai besoin du regard de l'autre, de l'amour de l'autre, de l'admiration des gens, des choses comme ça. Nouvel extrait de Feel Good lu par Patrice Lédy-Cosac, Tom attaque une nouvelle rentrée littéraire aux éditions L'Arbre Pâle d'Yves Lacoste pour son nouveau roman Le sable dans les yeux, auquel il semble croire, plus qu'au précédent, un automne sur la face cachée de la Lune. Cette fois, Yves Lacoste s'offrit vraiment les services d'une attachée de presse, Magali, de l'agence Magali. Magali était une très jolie femme, assez grande, avec des cheveux lisses et une frange qui lui barrait le front d'un horizontal géométrique. Des vêtements manifestement choisis avec soin soulignaient la minceur d'un corps sur lequel elle avait l'air de travailler avec la détermination d'un ouvrier du bâtiment. Quand il l'avait rencontrée à l'occasion de la signature d'une pile de services de presse, Tom avait senti qu'elle l'attirait. Malheureusement, de son côté, Magali semblait indifférente. Elle lui dit qu'elle avait bien aimé le roman de Tom, mais qu'il serait difficile à défendre dans la mesure où l'histoire se terminait par un suicide collectif précédé d'un viol intrafamilial, et que ces dernières années, ce qui fonctionnait, c'était plutôt les romans qui se terminaient bien. D'autre part, elle lui avait dit qu'elle espérait que les critiques ne relèveraient pas le fait que cette famille de milliardaires russes parlait tout le temps français, et qu'ils s'échouaient sur une île décrite comme tropicale, mais que Tom situait au large des îles Sandwich du Sud, où il n'y a en réalité que des glaciers. Se moquer de vous-même, Thomas Gunzig, et de votre supposé manque de documentation, ça permet de dénoncer plus facilement les travers du monde de l'édition? Bah, je ne sais pas s'il y a vraiment des travers dans le monde de l'édition, mais c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression, enfin en tout cas c'est l'impression que j'ai après 25 ans de publication, que c'est une énorme loterie où il n'y a pas vraiment de logique. Il y a des bouquins merveilleux qui fonctionnent, des bouquins merveilleux qui ne fonctionnent pas, des bouquins médiocres qui fonctionnent et des bouquins médiocres qui ne fonctionnent pas. Et que la loi du best-seller finalement, de ce qui va mettre le succès sur l'un ou sur l'autre, je crois que ça tient beaucoup, beaucoup à la chance aussi. Et donc voilà, c'est une vraie loterie. Donc, par rapport à la chance et au hasard, je pense qu'il nous reste toujours l'humour, heureusement. Voilà. À vous lire, on a l'impression qu'il existe clairement une hiérarchie qui relègue Tom et ses éditions de l'Arbre Pâle en deuxième division, voire pire. Alors, il existe très clairement une hiérarchie. Et si, j'en veux pour preuve, quand vous allez dans les salons du livre, vous voyez comment les auteurs de moyens ou de deuxième zone, un peu comme moi, sont reçus ou accueillis. Vous êtes logé dans le petit hôtel, en périphérie, une étoile au-dessus d'un café, alors que l'auteur majeur qui a eu un prix ou qui est très bien vendu, va avoir l'hôtel qui est à côté du salon, 5 étoiles, et sera bien reçu. Vous avez pensé au grand géographe français Yves Lacoste en choisissant de donner son nom à votre éditeur? Ah non, c'est une coïncidence. Tous les affres de l'écrivain qui relit le lendemain et trouve que ça ne vaut rien, ce sont celles que vous traversez régulièrement? Oui, de plus en plus. Je pense que tant qu'on me qualifiait de jeune auteur, je pouvais encore me dire que demain, ça serait mieux. Mais maintenant que je n'ai plus ce qualificatif-là, ça devient difficile.
Vous avez reconnu votre compatriote Arnaud dans Les yeux de ma mère, tiré de son album à la française. Tom, dans Les yeux de sa mère, est toujours un génie, même après que sa femme et sa fille ne croient plus en lui. Les mères sont toujours le dernier rempart, Thomas Gunzig. Ah, ben, c'est-à-dire que je pense, ouais, dans la plupart des cas, oui, les mères, c'est une espèce de socle rassurant et absolu chez qui vous trouverez toujours, même quand vous n'y croyez plus, quelqu'un qui y croit encore envers et contre tout. Voilà. Elle le voit beau, alors que lui, dans son miroir, ne voit que ses oreilles de Dumbo. L'admiration d'une mère, mais ça suffit quand même pas pour la confiance en soi. Non, ça serait trop beau, hein, parce qu'alors, je crois qu'on serait nombreux à être très heureux. Non, il faut quand même que le monde et l'univers viennent souligner que votre mère a raison, quoi. S'il n'y avait pas eu déjà suffisamment d'anglais dans cette émission, on aurait pu entendre Kids in America de Kim Wilde. Pourquoi est-ce que vous donnez tant d'importance à cette chanson dans votre livre? Ah, j'avais envie d'une chanson, à la fois presque universellement connue, très légère et qui fasse le portrait, presque, parfait, onirique, rêvé d'une vie inaccessible, voilà, vie des enfants américains comme le rêve Kim Wilde. Qu'est-ce que vous écoutez en écrivant? J'écoute tout, ça dépend un petit peu de ce que je suis en train d'écrire, mais ça peut aller de la musique baroque, la plus austère, à du rock, psychédélique, à de l'électro, à de la voilà, pas de la chanson française parce que les paroles en français peuvent me parasiter, mais sinon j'écoute tout. Est-ce qu'on peut dire quand même, pour revenir sur le sujet central de Feel Good, que vous êtes un écrivain accompli, mais qui préfère se présenter comme un raté tant qu'il n'aura pas reçu le Goncourt ou le Renaudot? Ah, tant que j'aurais pas reçu le Nobel, s'il vous plaît. Oui, j'allais le dire, mais bon, je ne savais pas si je pouvais aller jusque-là. C'est ça. Oui, mais bien sûr, je pense que l'ambition est quelque chose qui vous dévore, effectivement, et voilà, le besoin d'amour et de reconnaissance est totalement insatiable. Dernière séquence de l'émission Le Speak French de Jean-Marie Chazot, forcément un happy ending, mais peut-être est-ce que je suis déjà en train de spoiler en le disant? Après les pitchs, les blockbusters, les préquels, l'invasion des termes anglo-saxons pour parler cinéma continue. Spoiler, une intrigue a déjà beaucoup de succès, mais comment dire en français qu'on gâche le plaisir de l'autre en lui divulguant la fin d'un film qu'il ira voir? Divulgacher, c'est le mot que les Québécois ont fabriqué et qui s'implante timidement en France. Il y a rarement du suspense dans un feel-good movie, autre terme venu d'Hollywood. On est à peu près sûr de finir par un happy ending, un happy end comme on dit en français. Pour le feel good movie, l'Office de la langue française au Québec recommande l'usage de film pur bonheur. En France, I Feel Good, c'était justement le titre d'un film de Gustave Kerven et Benoît Delepine sorti il y a quelques mois avec Jean Dujardin. Moi, comme je dis toujours, si t'as pas un peignoir et des mules à 50 ans, t'as pas réussi ta vie. C'est aussi le titre bien connu de James Brown qui a peut-être inventé à lui tout seul une sacrée feel good music. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. Est-ce que vous avez eu une pensée pour James Brown, Thomas Gunzig, en intitulant votre roman Feel Good? Paradoxalement, absolument aucune pensée. À vous lire, il ne faut pas s'offusquer particulièrement des anglicismes qui sont nombreux dans le livre, il vaut mieux en rire. Alors, je ne sais pas s'il faut en rire, mais vous savez, l'écriture, c'est une des rares petites zones de liberté qui nous reste dans ce monde où on est bombardé d'injonctions, de réglementations, d'interdits en tout genre. Et je pense que quand on écrit, quand on est auteur, il faut absolument se foutre de ce qu'il faut ou pas faire. Si ça vous semble juste, si ça vous semble fonctionner, il faut y aller, et puis voilà. Vous trouvez qu'on vit trop sous la police de la pensée ? Oui, certainement, la police de la pensée, et surtout les injonctions au bonheur en particulier, le mode d'emploi, faites et ne faites pas, ne faites surtout pas, aimez ça, n'aimez pas ceci, regardez par là, ne regardez pas par là. C'est quelque chose qui devient de plus en plus insidieux et brutal et violent, surtout avec les réseaux sociaux où on est repris immédiatement si on sort un peu des clous. Alors ça, c'est pour la littérature. Quelle impression vous a laissé votre passage dans le monde du cinéma avec le Tout Nouveau Testament ? Alors j'ai eu la chance de faire ce film avec un ami, Jaco van Dormael, et je pense que le cinéma est un milieu tellement violent, tellement dur, tellement sans pitié, que si on ne travaille pas avec un ami, c'est vraiment difficile. Donc moi j'ai travaillé avec Jaco, c'était merveilleux, c'est toujours un de mes meilleurs amis. Donc moi j'ai l'histoire d'avoir travaillé avec un ami. Voilà, j'ai pas pris des vacances avec lui, mais on a beaucoup travaillé, donc c'était très 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 beau, très 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 gai. En tant qu'écrivain, sinon on n'est pas forcément armé pour ce genre d'expérience collective ?
Oh, bah, je crois qu'il faut un tout petit peu savoir où on met les pieds. Il faut savoir qu'un scénariste, c'est un peu la troisième roue du carrosse. C'est pas le rôle le plus important au cinéma. Il faut être très humble par contre, par rapport à son ego. Il faut accepter que votre histoire va être détricotée, retricotée. Ce que vous verrez à l'écran ne sera pas forcément ce que vous avez écrit. Mais moi, j'adore travailler avec des gens de talent qui ont plutôt tendance à me tirer vers le haut. Voilà. Et c'est le fait que votre ami Jaco van der Maal était toujours dans le coup qui vous a fait aller aussi vers la bande dessinée, Black et Mortimer, Le Dernier Pharaon. Mais voilà, c'est nouveau, c'était une bande de copains, quoi. C'était nouveau avec Jaco, c'était avec Françoise Keuten. C'est des gens avec qui, quand on s'embarque dans des aventures comme ça, on s'embarque pour longtemps. C'est des aventures qui peuvent durer 2, 3, 4, 5 ans. J'ai pas envie de passer ces quelques années avec des gens que j'aime pas, qui m'énervent ou avec qui ça va pas bien se passer. Donc autant passer ce temps-là avec des amis. Vous avez aussi écrit des chansons. Pour qui et avec quel retour? Alors les chansons, j'ai essayé d'écrire des chansons, c'était très mauvais. C'est un talent que j'ai pas. Oui, donc vous avez renoncé, vous avez remis ça dans le tiroir? Ouais. Et c'est douloureux? Non, non, pas du tout, parce que ça serait douloureux si j'avais la conviction que ces chansons étaient formidables et qu'elles ne trouvent pas preneur. Mais là, franchement, j'ai la conviction qu'elles sont mauvaises, donc je comprends qu'elles sont... Voilà. En tout cas, ça n'est pas du tout le cas de Feel Good. Merci beaucoup Thomas Gunzig. Nous recommandons vivement votre roman Feel Good qui paraît au Diable Vauvert. Merci à Corinne Alexia, Patrice Elidi-Kozak, Anne Bonneau, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Bruno Dessommes.